Bonjour. Avant de commencer la lecture du chapitre 1 de la guerre des monnaies, je souhaitais faire une petite mise au point. Il se trouve que pendant la création de ma dernière vidéo de ma chronique d'un éveil citoyen consacrée à la monnaie, j'ai pu constater que certaines citations contenues dans la guerre des monnaies étaient erronées. Je me suis donc posé la question si je devais ou non poursuivre la lecture de ce livre. Et j'ai finalement décidé que oui, ce livre contenait des éléments de fond qui sont d'une importance significative et qui devaient être portés à la connaissance du public. Mais pour faire face à ces citations qui me paraissent erronées, je mentionnerai que d'après moi, ces citations sont fausses. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute de ma lecture de la guerre des monnaies. À bientôt. Déclaration de Meyer Amschel Rothschild, fondateur de la dynastie bancaire des Rothschild. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation, et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois. Bien qu'elle soit extrêmement célèbre, cette citation est certainement fausse. Pour plus d'informations, je vous renvoie aux sources mentionnées en commentaire de cette vidéo. L'insaisissable première fortune mondiale. Si vous croyez les médias grand public lorsqu'ils spéculent quotidiennement sur la fortune de Bill Gates s'élevant à 73,7 milliards de dollars, et qu'ils en font l'homme le plus riche de la Terre, alors vous êtes mal informé. Sur la liste habituelle des plus grandes fortunes du monde, il y en a une, immense et invisible, que vous aurez du mal à discerner car elle contrôle étroitement les principaux médias occidentaux. Aujourd'hui, les Rothschild gèrent une multitude d'affaires bancaires, mais si nous nous interrogeons au hasard 100 Chinois dans les rues de Pékin ou de Shanghai, 99% vous diront qu'ils connaissent la Citibank américaine et un seul la banque Rothschild. Cela est étrange mais pas surprenant. Le nom de Rothschild est inconnu des Chinois car l'empire financier qu'il représente sait rester discret, cultivant ainsi sa capacité d'infiltration du pouvoir. De fait, son influence passée, présente et future sur le peuple chinois, mais aussi sur le monde, est considérable. Mais qui sont exactement les Rothschild? Tous ceux qui travaillent dans l'industrie financière connaissent nécessairement ce nom. Il est aussi important pour le monde bancaire que celui de Napoléon pour l'histoire militaire ou celui d'Einstein pour la physique. Mais à combien la fortune des Rothschild s'élève-t-elle? Nous entrons là dans un monde très secret. On peut toutefois avancer une estimation prudente de 50 000 milliards de dollars. D'après Frédéric Morton, la richesse des Rothschild aurait été estimée en 1850 à plus de 6 milliards de dollars US. En dollars de 2006, suivant les différentes projections raisonnables de retour sur investissement, disons de façon conservatrice entre 4 et 8% sur une période de 156 ans, et en supposant qu'il n'y ait pas eu d'érosion de la base de cette fortune, la valeur nette de l'entreprise familiale Rothschild s'étagerait entre 2725 milliards de dollars et 982 329 milliards de dollars. 50 394 milliards correspondent à une progression annuelle moyenne de 6%. C'est le chiffre que nous retiendrons. Mais la question qui nous brûle les lèvres est comment les Rothschild ont-ils pu amasser une fortune aussi considérable? C'est l'histoire que va nous narrer ce chapitre. Un contrôle familial serré, des opérations opaques, une coordination aussi précise que les aiguilles d'une montre, un accès aux informations plus rapide que le marché, une aptitude au raisonnement froid et calculateur servant une ambition plutocratique sans limite, le tout fondé sur une clairvoyance géniale des questions monétaires, ont permis aux Rothschild de bâtir le plus grand empire bancaire de l'histoire de l'humanité, les rendant invincibles après 200 ans de maelstrom politique, financier et militaire. Napoléon et Waterloo, Rothschild et l'Arc de Triomphe. Nathan, 1777 à 1836, est le troisième fils de Meyer Amschel Rothschild, le plus opiniâtre des 5 garçons du banquier de Francfort. En 1798, son père l'envoya en Angleterre pour y établir une banque, N.M. Rothschild. Nathan est un banquier résolu et très perspicace dont personne n'arrivait à saisir la personnalité. Capable de prendre des décisions imprévisibles et déroutantes, il était doté d'un incroyable talent financier qui lui permit de se hisser dès 1815 à la tête de l'oligarchie bancaire londonienne. Amschel, 1873 à 1855, le frère aîné de Nathan, resta à Francfort pour prendre soin du bastion familial de la banque en Allemagne, entre parenthèses M.A. Rothschild & Sohn. Son cadet, Salomon,
1874 à 1855, fonda une autre branche de la banque à Vienne, la SM von Rothschild. Le quatrième fils, Kallmann, entre guillemets Karl, de 1788 à 1855, fut chargé d'ouvrir la branche de Naples. Et le Benjamin James, de 1792 à 1868, celle de Paris, la MM de Rothschild frères. C'est ainsi que la famille Rothschild créa le premier groupe bancaire international. En 1815, les 5 frères suivirent attentivement les développements des guerres napoléoniennes en Europe. C'était une période importante qui allait décider du sort du continent. Si Napoléon en remportait la victoire finale, les Français deviendraient sans aucun doute les maîtres de l'Europe. Mais si le duc de Wellington parvenait à vaincre l'armée française, c'est le Royaume-Uni qui pèserait dans la balance du pouvoir parmi les grandes puissances européennes. Dès avant la guerre, la famille Rothschild, très visionnaire, avait établi son propre système de collecte de renseignements. Précurseurs de l'intelligence économique, les Rothschild mirent sur pied un vaste réseau d'espionnage industriel, composé d'une multitude d'agents secrets. Ces derniers, baptisés les enfants, collectaient les informations stratégiques. En poste dans les capitales européennes, les grandes villes, les centres marchands importants et les quartiers d'affaires, présents dans une grande variété d'activités, aussi bien commerciales que politiques, ils faisaient la navette entre Londres, Paris, Francfort, Vienne et Naples. L'efficacité de ce service de renseignement privé surpassait de loin tous les réseaux concurrents, qu'ils soient officiels ou non, tant par sa vitesse d'action que par sa précision. Cette organisation permit à la banque Rothschild d'obtenir un avantage décisif dans presque tous les secteurs concurrentiels de la finance internationale. Extrait du livre de Frédéric Morton. Les Rothschild étaient partout. Leurs voitures arpentaient les routes, leurs bateaux voguaient sur les canaux, l'ombre de leurs agents se déplaçait sans bruit dans les rues des capitales. Outre les valises de billets, les messages ou les courriers confidentiels, ils étaient surtout chargés de récolter des informations exclusives sur les plus récents mouvements sur le marché des matières premières et la bourse. Mais aucune information n'était plus précieuse que le dénouement de la bataille de Waterloo. C'est le 18 juin 1815 que débute la confrontation en périphérie de Bruxelles entre la France et l'Angleterre. Il ne s'agit pas seulement d'un duel entre les armées de Napoléon et de Wellington, mais aussi d'un énorme pari entre des milliers d'investisseurs où les gains peuvent être immenses et les pertes colossales. À la Bourse de Londres, l'ambiance est d'une tension extrême. Tout le monde attend avec impatience les résultats définitifs de la bataille. L'enjeu est le suivant. Si l'Angleterre est vaincue, les cours des bons du trésor britannique s'effondrera. Mais si elle gagne, il atteindra des sommets. Alors que les deux armées sont engagées dans une lutte à mort, les espions Rothschild recueillent auprès d'elles, avec une certaine nervosité, des précisions sur l'avancement des combats. D'autres espions sont chargés de rapporter la situation jusqu'au poste de commandement des Rothschild, positionné au plus près de l'action. La défaite de Napoléon fut finalement annoncée le 19 juin. Rothworth, l'un des coursiers des Rothschild, témoin des combats, partit immédiatement à cheval en direction de Bruxelles, d'où il fut transféré vers le pont d'Ostende. Il était déjà tard quand Rothworth monta à bord d'un clipper des Rothschild disposant d'un sauf-conduit. La Manche était particulièrement agitée ce soir-là, mais un marin accepta pour 2000 francs de lui faire traverser le détroit en pleine nuit. Quand Rothworth débarqua aux premières lueurs de l'aube sur les rives anglaises de Folkestone, en ce 20 juin 1815, Nathan Rothschild l'attendait en personne. Il décacheta l'enveloppe, parcourut le rapport top secret, puis fila tout droit à la bourse de Londres. Quand Nathan pénétra dans la salle des marchés, la foule anxieuse et excitée qui attendait le compte-rendu de la bataille se tut et tous les regards se tournèrent vers lui. Mais son visage resta impassible et personne ne put y déchiffrer le moindre indice. Nathan rejoignit sa position habituelle, près de ce que l'on appellerait plus tard la colonne Rothschild. Son visage de marbre ne laissait filtrer aucune émotion. Le brouhaha qui régnait habituellement en ce lieu s'était dissipé. Dans l'expression des yeux de Nathan reposait le devenir de chacun. Au bout d'un moment, il envoya discrètement un clin d'œil appuyé à ses traders, qui se ruèrent sans mot dire à leur poste et commencèrent à vendre les consoles. Quelques personnes échangèrent des mots à voix basse, mais l'assemblée dans son ensemble restait perplexe. Soudain, un remue-ménage se mit à secouer la salle du marché, et, par centaines de milliers de livres sterling, les consoles furent jetées sur le marché. Leur cours se mit à baisser, puis, telle une vague déferlante, il s'effondra. Nathan, imperturbable, était toujours appuyé contre sa colonne. Enfin,
Quelqu'un dans la salle de marché s'exclama. Rothschild sait, Rothschild sait, Wellington a perdu. Un électrochoc traversa la bourse et les ventes se muèrent en panique. La soudaine perte de raison des spéculateurs les transforma en moutons de Panurge. Tout le monde voulait se débarrasser des obligations britanniques qui avaient déjà perdu une grande partie de leur valeur. Après plusieurs heures de vente affolée, les consols étaient désormais relégués au rang de titres pourris ne conservant que 5% de la valeur nominale. Depuis le début, Nathan observait la scène avec indifférence. Ses yeux clignèrent à nouveau, mais pour envoyer cette fois un message complètement différent à ceux qui étaient formés à ce mode de communication crypté. Les traders qui l'entouraient retournèrent à leur poste et commencèrent à acheter tout le papier obligataire disponible sur le marché. Le 21 juin à 23 heures, l'employé de Wellington, Henry Percy, arriva à Londres rapportant la nouvelle qu'après 8 heures de lutte acharnée, l'armée de Napoléon avait été défaite, enregistrant la perte d'un tiers des soldats français. Cette information parvint avec plus d'un jour de retard sur le coursier de Nathan, et au cours de cette seule journée, Nathan avait multiplié sa richesse par 20, dépassant tout ce que Wellington et Napoléon avaient gagné à eux deux durant les dernières décennies de guerre. Ces faits ont été rapportés par Ignatius Balla, journaliste et écrivain hongrois, dans The Romance of the Rothschild, publié en 1913. Le New York Times, du 1er avril 1915, signalait que le baron Nathan Meyer Rothschild, en 1914, avait saisi le tribunal pour tenter de faire interdire ce livre au motif que le passage sur l'implication de son grand-père à Waterloo était mensonger et calomnieux. Le tribunal valida la véracité de l'histoire, rejeta la demande de Rothschild et le condamna aux dépens. Grâce à la bataille de Waterloo, Nathan devint le plus grand créancier du gouvernement britannique. Il régnait désormais sur les futures émissions obligataires du Royaume-Uni, puisqu'il dirigeait lui-même la Banque d'Angleterre. Les obligations britanniques constituèrent la base fiscale à venir du gouvernement, et la contribution à toutes sortes d'impôts devint une forme déguisée de taxation au profit de la banque des Rothschild. Les dépenses budgétaires du gouvernement britannique furent augmentées par l'émission d'obligations. Autrement dit, le gouvernement ne pouvait émettre de devises et devait emprunter à des banques privées, le tout à un taux d'intérêt fixé à 8%, le principal et les intérêts étant réglés en or. Quand Nathan s'appropriait un certain nombre d'obligations, il en manipulait en fait le cours. Il manipulait également la masse monétaire de tout le Royaume-Uni et la bouée de sauvetage économique du pays était placée entre ses mains. Nathan, complaisant, ne faisait pas de mystère de la fierté qu'il éprouvait de sa conquête de l'Empire britannique. Je me fiche de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre pour diriger l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Celui qui contrôle la masse monétaire de la Grande-Bretagne contrôle l'Empire britannique. Et je contrôle la masse monétaire britannique. C'était une déclaration de Eustache Mullins. Le contexte entourant les débuts de l'Empire des Rothschild. Voici à présent un extrait de la lettre envoyée en 1863 par le banquier londonien à ses confrères de Wall Street à New York en soutien au projet de loi pour la création d'une banque centrale. Elle est signée par les frères Rothschild. Les quelques personnes qui comprennent ce système seront soit si intéressées par ses profits, soit si dépendantes de ses faveurs, que cette classe ne montrera aucune opposition. Alors que la grande masse du peuple, intellectuellement incapable de comprendre les avantages que tire le capital du système, portera son fardeau sans se plaindre et peut-être même sans se douter que le système va à l'encontre de ses intérêts. Meyer Amschel Rothschild, le véritable fondateur de la dynastie, a grandi à l'ère de la révolution industrielle en Europe, quand le secteur financier connaissait une prospérité sans précédent. À cette époque, les nouvelles idées et pratiques financières rayonnent dans toute l'Europe à partir de l'Angleterre et des Pays-Bas. Dans le sillage de la fondation de la Banque d'Angleterre, en 1694, des concepts et des usages beaucoup plus complexes que par le passé commencent à être introduits par une foule de banquiers aventureux. Au cours du XVIIe siècle, le concept d'argent et la forme qu'il revêt subissent de profonds changements. Entre 1694 et 1776, année de publication par Adam Smith de La richesse des nations, le montant des billets émis par les banques dépasse pour la première fois dans l'histoire de l'humanité celui de la monnaie métallique en circulation. Chemins de fer, mines, construction navale, machines, textiles, armées, énergie et autres industries émergentes connaissent des besoins de financement sans précédent. L'ancien système traditionnel des orfèvres banquiers, avec leur capacité limitée de financement, apparaît de plus en plus inefficace. Les Rothschild, au nom des banquiers émergents,
ont saisi cette occasion historique de piloter entièrement à leurs avantages la tendance historique de l'industrie financière moderne. Après 1625, le Trésor national britannique est vidé par deux guerres civiles et une forte instabilité politique. En 1689, lorsque Guillaume III règne sur l'Angleterre, c'est en épousant Marie, la fille du roi Jacques II, qu'il accède au trône, il doit faire face à de profonds troubles couplés avec la guerre en cours contre Louis XIV. Il se met alors en quête d'argent car les fonds lui manquent et il n'est pas loin d'être réduit à la mendicité. À cette époque, le banquier Patterson avance un nouveau concept appris aux Pays-Bas, la création d'une banque centrale privée pour financer les énormes dépenses du roi. Cette banque privée rapporte 1,2 million de livres au gouvernement sous forme d'un emprunt perpétuel assorti d'un taux d'intérêt annuel de 8% et d'une commission de gestion annuelle de 4 000 livres. Il suffisait que le gouvernement verse 100 000 livres par an pour lever 1,2 million en espèces, sans jamais devoir rembourser le capital. Bien sûr, le gouvernement devait également permettre à la Banque d'Angleterre d'accroître ses profits en lui accordant l'agrément national exclusif d'imprimer les billets. On sait depuis longtemps que la rentabilité des orfèvres, les goldsmiths, provient de l'émission de billets à ordre. Ces billets étaient en fait des reçus émis en échange des pièces d'or déposées et conservées dans ces banques. En transporter de grandes quantités n'étant pas pratique, on commença à utiliser les billets à ordre pour effectuer des transactions, puis on se mit à les échanger contre des pièces d'or chez ces mêmes orfèvres. Après un certain temps, on ne ressentit plus le besoin de se rendre sans cesse chez les orfèvres et ces reçus se transformèrent petit à petit en devises. En fait, peu de gens se rendaient dans les banques pour retirer leur or, et les orfèvres commencèrent tranquillement à délivrer des billets à ordre aux personnes désireuses d'emprunter de l'argent comme une reconnaissance de dette assortie d'intérêts. Une fois le principal et les intérêts récupérés, les banquiers détruisaient la reconnaissance de dette et avaient tranquillement empoché les intérêts produits par l'argent des déposants. L'aire de circulation des billets à ordre des orfèvres s'accroissait au même rythme que leur acceptation et des bénéfices qu'ils engendraient. Or, l'ère de la circulation et d'acceptation de ces billets émis par la Banque d'Angleterre n'était égalée par aucune autre banque. Et ces billets, qui avaient obtenu l'accréditation nationale, devinrent la monnaie nationale. Le capital de la Banque d'Angleterre fut levé auprès de la société civile. Quiconque souscrivait au moins 2000 livres pouvait devenir gouverneur de la Banque d'Angleterre. Au total, la banque compta 1330 actionnaires et 14 gouverneurs dont William Patterson. En 1694, le roi Guillaume III d'Orange-Nassau octroya une charte royale et un statut légal à la Banque d'Angleterre. C'est ainsi que naquit la première banque moderne. L'idée de base de la Banque d'Angleterre était que la dette privée du roi et des membres de la famille royale se transforme en dette nationale perpétuelle, garantie par les impôts levés par le peuple, et que la banque elle-même émette la monnaie nationale fondée sur la dette. En conséquence, le roi disposerait d'argent pour faire la guerre ou pour ses dépenses personnelles, et le gouvernement pourrait faire ce que bon lui semble. Les banquiers dégageraient ainsi d'énormes crédits et obtiendraient tous les revenus dont ils avaient rêvé grâce à des intérêts très élevés. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'une situation gagnant-gagnant, si ce n'est que les impôts prélevés sur le peuple servaient de garantie. Avec ces nouveaux outils financiers puissants, le déficit du gouvernement britannique grimpa en flèche et, entre 1670 et 1685, les recettes fiscales atteignirent 4,8 millions de livres, une somme considérable pour l'époque. Entre 1685 et 1700, les recettes de l'État s'élevèrent à 5,7 millions de livres. Mais les emprunts contractés auprès de la Banque d'Angleterre durant la même période connurent une flambée et passèrent de 800 000 à 13,8 millions de livres, soit 17 fois plus. Mieux encore, ce plan eut pour effet de plonger l'émission de devises et la dette perpétuelle dans la même impasse. Émettre plus de monnaie signifiait augmenter la dette nationale, et rembourser la dette équivalait à détruire la monnaie qui ne pouvait plus circuler sur le marché. Ainsi, il était convenu que le gouvernement ne puisse jamais être en mesure de rembourser la dette. Les besoins du développement économique et le paiement des intérêts conduisaient inévitablement à une plus grande demande monétaire. Cet argent serait emprunté à la banque, de sorte que la dette nationale augmente sans cesse, comme les revenus tirés des intérêts que les banquiers empocheraient. Et en fait, à partir de cet instant, le gouvernement britannique n'a plus jamais remboursé sa dette, alors que la dette publique britannique s'établissait à 1,2 million de livres en 1694. En fin 2005, elle représentait 525,9 milliards, soit 42,2% du PIB.
Dans ces conditions, ne vaut-il pas mieux couper quelques têtes si cela peut éviter d'empêcher la privatisation d'une banque nationale? Le premier magot des Rothschild. Meyer Amschel Bauer naquit le 23 février 1744 dans le ghetto juif de Francfort. Son père, Amschel Bauer, qui vécut entre 1710 et 1755, était un prêteur sur gage et orfèvre ambulant qui se rendait en Europe de l'Est pour gagner sa vie. À la naissance de son fils Meyer, le père s'était installé à Francfort. Depuis son enfance, Meyer montrait une intelligence étonnante. Son dévoué père lui consacra beaucoup d'attention et choisit minutieusement son éducation et lui apprit systématiquement tout ce qui se rapportait à l'argent et au crédit. Au décès de son père, Meyer se rendit à Hanovre avec le soutien de sa famille où il devint apprenti dans la banque de Jacob Wolf Oppenheim. Discipliné, vif, absorbant toutes les informations comme une éponge, Meyer maîtrisa rapidement les diverses techniques des opérations bancaires. En 7 ans, il avait acquis la connaissance de tous les rouages de l'industrie financière du Royaume-Uni. Grâce à l'excellence de son travail, Meyer fut promu associé adjoint. Il fit la connaissance de clients importants, comme le général von Estorff, qui joua un grand rôle pour son avenir. C'est à cette époque que Meyer prit conscience que prêter de l'argent au gouvernement ou au roi rapportait plus que d'en prêter aux particuliers. Non seulement les emprunts levés par les gouvernements étaient plus importants, mais les impôts servaient de garantie. Ce concept financier venu d'Angleterre électrisa l'esprit de Meyer et lui ouvrit de nouveaux horizons. Quelques années plus tard, le jeune Meyer retourna à Francfort où il reprit l'affaire de son père. Il changea son nom de famille, Bauer, en Rothschild. En allemand, Roth signifie rouge et Schild écusson. Lorsque Meyer apprit que le général von Erstorff était lui aussi de retour à Francfort et, qui plus est, à la cour du prince Guillaume Ier de Hesse-Cassel, qui régna entre 1783 et 1821, il songea tout de suite à profiter de cette relation. Le général fut également enchanté de revoir Meyer car il collectionnait les pièces et le banquier était un fin connaisseur. Le premier écoutait avec ravissement le second parler de numismatique. Il fut totalement conquis quand Meyer lui vendit des pièces rares pour une somme modique et il en fit son confident. Calculateur, Meyer devint rapidement familier avec les personnages importants de la cour. Finalement, le jour arriva où le général von Erstorff l'introduisit auprès du prince Guillaume, lui-même grand numismate. Ce dernier convoqua Meyer qui, appliquant sa tactique habituelle, mit tout en œuvre pour séduire le prince. Après lui avoir vendu quelques pièces d'or rares à bas prix, le prince se sentit redevable et demanda à Meyer s'il pouvait l'aider en quelque manière que ce soit. Meyer sauta sur l'occasion pour présenter son souhait de devenir agent officiel de la cour. Il fut exaucé et le 21 septembre 1769, Meyer incrusta le blason royal sur une ancienne et inscrivit à côté en lettres d'or M.A. Rothschild, agent désigné par son Altesse royale le prince Guillaume. Très vite, la réputation de Meyer grimpa en flèche et ses affaires se mirent à prospérer. De son côté, le prince Guillaume, qui louait son armée à d'autres pays afin de maintenir la paix, était connu, au XVIIIe siècle, pour aimer autant l'argent que la vie. Il entretenait de bonnes relations avec les autres familles royales et appréciait tout particulièrement les affaires qu'il menait avec le roi d'Angleterre, qui payait toujours rubis sur l'ongle et dont le pays avait beaucoup d'intérêt à l'étranger. Comme ce dernier sollicitait beaucoup son armée et que le nombre de ses soldats était insuffisant, il lui fallait dépenser d'importantes sommes d'argent pour s'adjoindre les services de soldats étrangers. Lors de la guerre d'indépendance des États-Unis face à l'armée de George Washington, l'Angleterre engagea plus de 30 000 mercenaires allemands loués au prince de Hesse-Cassel. Guillaume Ier se constitua ainsi le plus grand héritage royal de l'histoire européenne, l'équivalent de 200 millions de dollars. On le surnommait d'ailleurs l'usurier à sang froid de l'Europe. Très engagé auprès du prince, Meyer faisait son possible pour que chaque mission soit parfaite. C'est ainsi qu'il gagna sa confiance. En 1789 débutait la Révolution française, dont l'onde de choc s'étendit pendant au moins une décennie aux monarchies voisines de la France. Le prince Guillaume commença à s'inquiéter de ce que la Révolution trouve un écho favorable en Allemagne et que des émeutiers pillent ses richesses. Meyer était au contraire enchanté par la Révolution française, car la panique conduisait à une augmentation de ce volume d'affaires. Quand la Révolution se dirigea contre le Saint-Empire romain germanique, les affaires entre l'Allemagne et l'Angleterre furent interrompues, le prix des marchandises importées flamba et le commerce des denrées en provenance de l'Angleterre et à destination de l'Allemagne permirent à Meyer d'accumuler une fortune gigantesque. Meyer demeura constamment un dirigeant très actif de la communauté juive.
Tous les samedis soirs après le Shabbat, il invitait à son domicile quelques personnes parmi les plus érudites de la communauté juive et les réunissait pour discuter de l'ordre des choses jusqu'au beau milieu de la nuit en sirotant du vin. Meyer avait un adage, les familles qui prient ensemble seront réunies. Plus tard, beaucoup de gens se sont demandé quelle force habitait les Rothschild pour qu'ils soient aussi obsédés par la conquête du pouvoir. En 1800, les Rothschild étaient l'une des familles juives les plus riches de Francfort. Cette année-là, Meyer obtint le titre d'agent royal de l'Empire. Il pouvait ainsi traverser l'Empire, annuler toutes les taxes imposées aux Juifs et le personnel de son entreprise était autorisé à porter des armes. En 1803, les relations entre Meyer et Guillaume franchirent une nouvelle étape. Il en alla de même de l'influence de Meyer. Cela se déroula ainsi. Le roi du Danemark était un cousin du prince Guillaume et il souhaitait lui emprunter de l'argent. Le prince, craignant de révéler l'étendue de sa fortune, ne voulut rien promettre. Quand Meyer l'apprit, celui-ci vit une bonne occasion à saisir et proposer une solution à Guillaume. Le prince débourserait le montant du prêt, qui se ferait sous le nom de Rothschild et serait assorti d'intérêts. Guillaume se ravisa, trouva que c'était une bonne solution qui offrait le double avantage de garder secret le montant de sa fortune et de prêter cet argent avec intérêt. Pour Meyer, prêter de l'argent au roi du Danemark était un rêve, car cela lui permettait non seulement d'obtenir un rendement stable, mais également d'améliorer sa réputation. Le prêt rencontra un grand succès. Peu de temps après, 6 autres prêts accordés au roi du Danemark passèrent par les mains de Meyer. La renommée de Meyer s'accrut, ses liens étroits avec les familles royales se firent connaître dans toute l'Europe. Quand Napoléon prit le pouvoir, il proposa à Guillaume Ier de se joindre à lui. Mais le prince ne sut de quel côté pencher et refusa de choisir son camp avant que la situation ne s'éclaircisse. Finalement, Napoléon annonça qu'il allait supprimer de la liste des souverains les Hesse-Kassel. L'armée napoléonienne avançait et le prince Guillaume s'exila au Danemark. Avant sa fuite, il demanda à Meyer de lui conserver une somme en liquide équivalente à 3 millions de dollars. Cet argent conféra à Meyer un pouvoir et une richesse sans précédent. Ce premier magot jeta les bases de son empire financier. L'aîné, Amschel, conserva le siège à Francfort. Salomon le cadet se rendit à Vienne pour ouvrir un nouveau front. Le troisième, Nathan, fut envoyé en Angleterre pour présider à la destinée du clan. Le quatrième, Karl, se rendit à Naples pour y établir une base et servir de messager entre ses frères en faisant des navettes. Le cinquième, James, s'établit à Paris. Un empire financier sans précédent dans l'histoire de l'humanité se mettait en place.